Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. D'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Parce que, comme vous savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. On était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays, qui avait fait des gros efforts en 2019, encore vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la Fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants et voir un peu comment aussi aider dans Mpox actuellement, parce que Mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Monsieur Bill Gates a aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025. Ouverture ce mardi à New York aux États-Unis de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Présent à ses assises, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi prendra la parole demain, mercredi, à la tribune des Nations unies à partir de 19h heure de Kinshasa. Reportage Giscard Koussema. La 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été ouverte ce mardi 24 septembre ici à New York. Pendant 5 jours, du 22 au 27 septembre, près de 200 dirigeants du monde entier vont défiler devant la tribune pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Cette année, les échanges portent sur les thèmes de ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures. La question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général ouvert ce mardi. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné les temps pour lui. Un changement s'impose. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Et À l'occasion de ces rendez-vous internationaux majeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole devant cette tribune ce mercredi 25 septembre autour des 14 heures locales, soit 19h heure de Kinshasa. En plus des défis mondiaux sans précédent, cette grand-messe diplomatique est l'occasion pour le numéro 1 de la RDC de réaffirmer son engagement en faveur d'un multilatéralisme fort et efficace. On croit savoir que les priorités de la RDC pour cette Assemblée générale sont, entre autres,
le respect de l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression du Rwanda. Nous pensons aussi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne manquera pas de demander des sanctions contre le Rwanda pour son agression avérée et son pillage des ressources naturelles congolaises. C'est aussi l'occasion pour le président de la RDC de demander l'appui d'autres États pour le poste de membre permanent du Conseil de sécurité avec plein pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale a réuni ce mardi les députés nationaux de la partie orientale de la RDC. Ils ont parlé de la paix dans l'est du pays. Occasion pour Vital Kamerhe d'annoncer la tenue dans la province de la Chopo d'un forum pour la paix. Reportage Animbalaka. Faisant suite à leurs échanges lors de la session de mars dernier, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus des députés nationaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Chopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau pour chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de leurs derniers échanges. Avec les députés de la Chopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet de termes de référence en préparation pour la tenue du forum sur la paix dans la province de la Chopo en proie au conflit terrien entre les Mbole et les Lengola. Vital Kamerhe a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses pour réfléchir sur des solutions inclusives. Ayant appris la tension observée lors de la plénière sur l'examen de la loi portant prorogation de l'état de siège alors qu'il séjournait en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus des députés de Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu pour échanger avec eux autour de cette question. Il ne faut pas que par nos déclarations ou des guerres internes, nous puissions laisser la voie ouverte aux gens qui nous agressent. Et plus que vous, je ne pense pas qu'il y a des gens qui comprennent la vraie situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Parce que vous connaissez très bien ce problème plus que tout le monde. Vous savez que quand l'ennemi dit oui, peut-être ça veut dire non. Mais les autres ne savent pas ça. Vous connaissez les causes profondes de cette guerre. Tout comme vous savez qu'il y a des gens qui ont des solutions. Le président de la Chambre basse du Parlement a rappelé que le retour de la paix dans cette région est le souci majeur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui attend de la représentation nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et Sud Kivu. Vital Kamerhe a réitéré sa promesse de tenir dans les plus brefs délais une série de plénières sur la question sécuritaire à l'est du pays. Il a tenu à préciser que ça sera une tribune pour ces défenseurs du peuple de réfléchir autour des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement. Le professeur Vital Kamerhe a cependant appelé les élus de ces trois provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple. Le président du Conseil économique et social revient du Maroc avec son homologue. Ils ont évoqué les résolutions prises lors de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Les détails dans son reportage. Ils sont tous deux membres de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Le président du Conseil économique et social de la RDC, Jean-Pierre Kiwakana, et son homologue du Maroc, Ahmed Reda Chami, ont eu des échanges fructueux en début de l'avant-midi du jeudi 19 septembre 2024. Ces deux personnalités ont tablé principalement sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions membres de l'UCESA, l'évaluation des résolutions prises lors de l'Assemblée générale de l'UCESA à Kinshasa le 26 septembre 2023, la tenue des prochaines assemblées générales en octobre prochain à Brazzaville. Ils ont en même temps évalué la mise en œuvre de l'étude de l'UCESA sur la mobilité climatique en Afrique et particulièrement en RDC. Une occasion pour examiner les rapports des experts sur les potentiels sites pilotes qui feront l'objet d'une étude approfondie sur les migrations en lien avec le changement climatique en RDC, la situation de l'érosion côtière de Mwanda et les phénomènes Bororo qui sévit actuellement dans les Ouélé. Les résultats de cette étude
inquiétudes seront capitalisées dans la formulation d'une meilleure politique nationale d'adaptation au changement climatique en RDC. Le président du Conseil économique et social de la RDC, Jean-Pierre Kiwakana, a annoncé l'organisation de l'Assemblée générale de l'UCSA du 8 au 9 octobre 2024 au Congo-Brazzaville. Et aussi, Jean-Pierre Kiwakana a affirmé l'ouverture le 1er octobre prochain de la tenue de la session d'octobre qui aura lieu au Palais du Peuple à Kinshasa. Signalant que la délégation de la RDC était composée du rapporteur du Conseil économique et social René Ngongo, des experts Raphaël Chimanga, de l'Albert Machika, expert rattaché à la commission Nature et Tourisme. Les arriérés et les régularités dans le paiement des frais de fonctionnement des chambres délibératives provisoires. Cette question était au menu des échanges entre la première ministre Judith Suminwa et les présidents des assemblées provinciales. Reportage Jemima Mogo. Depuis environ 7 mois, les assemblées provinciales peinent à fonctionner. Le caucus des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, conduit par l'honorable Lambert Makonjo Nongué, président de l'assemblée provinciale du Sankourou, a soumis à la chef du gouvernement les préoccupations concernant les arriérés et l'irrégularité dans le paiement des frais de fonctionnement des chambres délibératives provinciales, sollicitant à l'intervention de la première ministre. Madame nous a rassuré que le gouvernement est en train déjà de travailler là-dessus et qu'il y a des solutions qu'elle a proposées. Et donc, à partir de ce mois de septembre, nous allons subir la régularité dans le paiement des frais de fonctionnement des assemblées. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, s'est engagée à porter un regard attentif sur cette situation afin de trouver une solution durable. Le paiement des arriérés de fin de fonctionnement sera fait progressivement. Non, les irrégularités, c'est depuis qu'on est là, mais on ne va pas payer tous les arriérés au même moment. On va partir progressivement. Nous sommes satisfaits en général par rapport à la préoccupation commune et principale pour laquelle nous sommes venus. La délégation a été constituée des présidents des assemblées provinciales de Kinshasa, de la Chopo, du Bazouélé, de l'Ituri, du Kasaï central, du Congo central, de la Chuapa et du Kasaï oriental. La police nationale congolaise vient d'être outillée des équipements adéquats pour mieux accomplir sa mission. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, tient à l'amélioration des conditions de travail de la PNC. Jacquemin Chabani a par ailleurs reçu l'ambassadeur de la Turquie et celui du Congo-Brazzaville. Reportage Bobo Mukonti. C'est une solution adaptée qui se laisse entrevoir à travers ces potentiels partenariats entre la Turquie et la République démocratique du Congo dans les maintien de l'ordre public. Dans ce contexte, la Turquie, par les biais de son ambassadeur accrédité à Kinshasa, apporte son expertise à ces programmes visant la rénovation de cette force de police. C'est par une coopération technique en phase avec l'environnement pour l'établissement d'un modèle de police de proximité axé sur les activités de terrain. Nous allons poursuivre pour augmenter l'interaction entre les deux côtés. Dans ce cadre, j'ai présenté le catalogue de programmes de formation offerts par la police nationale turque. Ces documents vont être étudiés par le ministère et puis on va continuer à travailler ensemble. L'insécurité transfrontalière préoccupe Kinshasa et Brazzaville. Cette frontière commune que partagent la RDC et le Congo-Brazzaville connaît des problèmes sécuritaires auxquels les deux pays souhaitent apporter une réponse durable. L'ambassadeur de la République du Congo, Cyprien Sylvestre Mamina, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, convergent le vu pour des alternatives appropriées. Question de donner réponse à la situation sécuritaire le long de la frontière commune entre les deux pays. Notamment le renforcement des relations entre les deux pays, les deux Congos, et plus précisément le préparatif de la tenue imminente d'une rencontre entre les deux ministres de l'Intérieur au sujet des questions de frontières. Cette séance vient en prévision de la rencontre de patrons de sécurité de ces pays proches qui se tiendra très prochainement où tous les problèmes sécuritaires transfrontaliers seront réglés. La lutte contre les antivaleurs et l'amélioration des conditions de travail au sein de l'administration publique, deux sujets au cœur des échanges entre le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao et le personnel de l'État qui s'est vu doté des moyens des locomotions. D'autres détails dans ce reportage de Cédric Kenina et Nadine Kilocho. Bonjour.
Dans le cadre du dialogue social, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une séance de conscientisation et sensibilisation sous les missions spécifiques du ministère de la fonction publique. Au regard de la vision de redressement de l'administration publique par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui implique l'éradication des antivaleurs et la restauration des hommes et des femmes intègres, repose avant tout sur le ministère de la fonction publique. Le gestionnaire des ressources humaines de l'État a martelé sur la délicatesse de la mission des agents de son ministère. Il avait donc plu au président de la République de nous confier une mission. Conformément à sa vision, c'était donc celle de redresser notre appareil administratif, de redresser l'administration publique, gangrénée par bien des mots, des antivaleurs qui l'ont conduit vers une perte, une inefficacité comme jamais dans notre pays depuis 30-40 ans. Et nous avons lancé toute une série de réformes pour pouvoir nous permettre d'aller vers ces redressements attendus. Des réformes courageuses, systémiques, parce que ce qu'il fallait éviter, c'est d'aller vers des mesurettes, d'être tenté par les solutions cosmétiques. Nous avions à la place préféré plonger dans les racines du mal pour essayer de rebâtir, de réinventer un nouveau système, une nouvelle administration publique. À la fin de la séance de conscientisation, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réservé une surprise du chef en ajoutant quelques nouveaux bus qui viennent compléter le charroi automobile afin de soulager la peine que les fonctionnaires endurent dans leur mobilité. Dans les plus dernièrement, j'ai trouvé des fonctionnaires en train de se battre. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Les agents ont remercié le vice-premier ministre pour son sens élevé de l'État qui finit toujours par concrétiser toutes ses promesses tel un bon père de famille. Ils ont en outre remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, architecte de la nouvelle administration publique moderne. Le conflit foncier qui oppose les frères des écoles chrétiennes au comité de gestion de l'ISPT Kinshasa a été au menu des échanges entre les deux parties autour de la ministre d'État en charge des affaires foncières. Reportage Guy Bleskitik. Les représentants de l'ISPT Kinshasa, conduits par le directeur général, le professeur Kabasele et les représentants de la congrégation des frères des écoles chrétiennes ont été reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandoubou-Lambongo, en présence de représentants du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur universitaire. Au menu de leurs échanges, les conflits fonciers qui opposent depuis plusieurs années les frères des écoles chrétiennes au comité de gestion de l'ISPT Kinshasa. Le directeur général de l'ISPT Kinshasa a fait savoir à Kassabandoubou-Lambongo, en tant que fils de l'UNASA, a hérité le patrimoine de l'État d'après la coopération de l'État belge avec l'État Congo-Zaïre. Le professeur Kabasele a lancé un appel à tous les étudiants de son établissement supérieur. Nous demandons aux étudiants de l'ISPT de rester calmes et qu'on respecte les instructions prises par le ministère de la Justice, Affaires foncières et SU, et que ces ministères trouvent une solution idoine pour l'intérêt de la République. Du côté des frères des écoles chrétiennes, c'est que fait l'ISPT Kinshasa est une spoliation. Les conservateurs de titres immobiliers de la Gombe, qui a pris part à cette réunion, a démontré sur ces fonds, seule la congrégation des frères des écoles chrétiennes qui a un titre foncier. Ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a conseillé au comité de gestion de l'ISPT Kinshasa d'abandonner tous les travaux en attendant la décision de la justice. Les acteurs judiciaires de la province de l'Ituri ont suivi une formation sur la réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés, crimes contre la paix et la sécurité. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette formation organisée par le FONAREV. Reportage Yvette Makoutima. Pour chaque cas de violence sexuelle liée aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, une justice efficace pour les victimes. Ces acteurs judiciaires de l'Ituri suffisamment outillés sur la notion de la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité vont désormais mettre en évidence les connaissances ajoutées au cours de cet atelier pour redonner espoir aux victimes des affres et de la guerre. Les notions développées sur la thématique abordée conformément à la loi et mission dévolue au FONAREV a été d'une grande utilité
a souligné le premier président de la Cour d'appel de l'Ituri. L'indemnisation, la réadaptation et la satisfaction, ce sont des approches auxquelles nous ne recourons pas au quotidien lorsque nous décidons de la réparation en faveur des victimes. Mais au cours de ces 3 jours, nous nous sommes rendus compte que la loi nous donne aussi la possibilité de recourir à ce type de réparation. Agir en toute objectivité sur les questions de la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, c'est ce qu'attend le FONAREV des participants du dit atelier. À travers cette formation qui a connu la participation des 40 acteurs judiciaires venus de tous les 5 territoires de l'Ituri, FONAREV vient de changer la donne dans cette province en proie à l'insécurité ou la justice transitionnelle que prône le gouvernement de la République pour la réparation des victimes reste le seul espoir pour plusieurs personnes. Et puis cette bonne nouvelle, 2 hôpitaux de Kinshasa, l'hôpital de l'amitié sino-congolais et la clinique Ngaliema n'auront plus de problème de gestion des déchets biomédicaux. Ils sont désormais dotés d'incinérateurs avec l'appui financier et technique de l'UNICEF et de la Banque mondiale. On fait le point dans ce reportage. L'hôpital de l'amitié sino-congolaise, situé dans la zone de santé d'Ndjili, ne disposait pas d'incinérateur pour la destruction des déchets biomédicaux. Ces déchets étaient toujours acheminés à Kinkole pour l'incinération. Grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF et de la Banque mondiale, cet hôpital, qui a une maternité et gère bon nombre de cas de Mpox, dispose désormais d'un incinérateur répondant aux standards de l'OMS. L'UNICEF et l'OMS ont aussi donné les incinérateurs à la clinique Ngaliema. Nous inaugurons ce lieu au moment où les besoins se font sentir dans toute la province de Kinshasa. Nous sommes très contents parce que notre collaboration avec la zone de santé et avec les hôpitaux a permis à ce que nous puissions avoir ces ouvrages parce que les hôpitaux ont remis l'espace et cet espace a été exploité pour que vous puissiez voir les ouvrages qui sont là. Le chef de bureau de l'hygiène et des salubrités publiques de la ville-province Kinshasa, qui a réceptionné cet incinérateur, l'a remis également au médecin directeur de l'hôpital. Elle n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'UNICEF et à la Banque mondiale pour ces dons qui constituent une bouée de sauvetage pour cette formation médicale. Nous avons un problème très sérieux de gestion des déchets biomédicaux. Il y a beaucoup de déchets qui sont produits là-bas. On va commencer à amener les déchets directement ici. L'approche actuelle, c'est l'approche à zone à déchets que nous avons conçue à l'époque de Covid-19. Vers une possible collaboration entre le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire avec le service national. Le ministre d'État Grégoire Muchai a discuté de la question avec le commandant des services nationaux, le général Kasongo Kabouik, dans le but d'accroître la production agricole sur l'étendue du territoire national. Reportage Marie Kalong. Ayant entre autres pour mission la production agricole et l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble du territoire national, le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire s'engage à soutenir toute initiative allant dans le sens de booster la production agricole. C'est l'objectif de cette collaboration envisagée avec le service national. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Muchai Moutombe et le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik ont passé en revue cette collaboration. J'ai été reçu en audience par Son Excellence Monsieur le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. C'est dans le cas d'envisager la possibilité d'une collaboration avec le service national. Comme vous le savez, le service national a entre autres commissions la production agricole. Nous sommes venus pour recevoir la vision qu'il a du développement de l'agriculture en République démocratique du Congo, d'une part, et d'autre part, d'envisager la possibilité de travailler avec le service national, parce que nous concourons tous à la sécurité alimentaire. Après s'être imprégné de la vision du ministre d'État, le commandant du service national, Jean-Pierre Kasongo Kabouik, a donné des assurances. Le service national étant l'une des structures qui est déjà bien implantée à travers le pays et qui est en train de produire, alors nous avons reçu de lui sa vision et très bientôt un cadre de collaboration sera défini
avec le ministère de l'Agriculture. Cette rencontre entre les deux personnalités s'est déroulée dans une ambiance de convivialité. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mchaïl Moutom, se bat pour professionnaliser l'agriculture afin d'accroître la production. Les unités de suivi des réformes gouvernementales engagées il y a peu ont renforcé leurs connaissances. C'était au cours d'un atelier de formation organisé par l'ANAPI, Agence nationale pour la promotion des investissements, qui s'est clôturé le week-end dernier. Reportage Yvette Makoutima. Ils étaient nombreux, les participants venus de la primature des ministères, administrations et services réformateurs pour la mise en œuvre et le suivi des réformes gouvernementales. Et ce, pour améliorer en continu le climat des affaires et des investissements en RDC pour laquelle le gouvernement s'est résolument engagé depuis quelques années à travers un vaste programme de réformes fondamentales et multisectorielles. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI que dirige le professeur Bruno Chiban-Okabaji, en sa qualité de conseiller technique du gouvernement central et provinciaux en la matière, a dans le cadre de ses prérogatives statutaires prévu d'organiser ces séminaires de renforcement des capacités des institutions et structures étatiques réformatrices, afin de les doter des capacités techniques utiles susceptibles de les aider à mieux assurer les suivis des dites réformes. Nous nous félicitons de la clairvoyance des autorités congolaises en vue d'une meilleure expression de cette cellule de base fondamentale à la croissance économique, à l'amélioration des conditions de vie des populations, au développement de l'homme. L'ANAPI, qui est une structure de promotion, est en train de travailler, de militer dans le cadre de réformes qui pourront aider le pays à se positionner à un niveau qui va faciliter le développement économique. Bien outillées, les unités chargées du suivi de ces réformes seront à la hauteur de leurs tâches au service de la nation. Et suivons à présent ce qu'a été la tournée du ministre du portefeuille dans la province de Lualaba. Avec 20% des parts sociales dans le projet Kamoa, l'État congolais par le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongba, effectue une mission de service dans les installations de Kamoa Copper Company, troisième producteur mondial du cuivre. Pour les entreprises d'économie mixte, le regard est aujourd'hui différent selon les nouvelles orientations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui met en œuvre le gouvernement souminois. Une opportunité pour Jean-Lucien Boussa de suivre toutes les participations de l'État en s'assurant de leur contribution au budget de l'État. Sur cette question, Kamoa Copper Company est bon élève. Dans le carré minier de Kakuka, Jean-Lucien est émerveillé par les conditions d'exploitation. D'ici l'année prochaine, on va produire autour de 600 000 tonnes. Là-dessus, nous devions nous mettre d'accord sur la manière dont l'État actionnaire, avec les autres actionnaires, participerait au processus de vente. Un processus transparent. Ce qui a été signalé, souligné il y a quelques mois. Aujourd'hui, je suis heureux de dire que le processus de sélection des acheteurs a été fait dans la transparence la plus totale. Peu avant cette descente dans le carré minier de Kakuka, Jean-Lucien Boussa et toute sa délégation ont visité les étangs piscicoles aménagés par des communautés riveraines grâce à l'appui financier de Kamoa. Cette société a fait construire près de 200 étangs piscicoles qui produisent chacun 200 kg de poissons par jour depuis 2021. L'impact positif sur l'économie des ménages est certain, a fait remarquer M. Miyingo, membre du conseil d'administration de Kamoa. Les femmes appelées à s'intéresser à ce que leur offre l'intelligence artificielle pour renforcer leur performance personnelle et accroître leur travail. Cette approche fera l'objet de la 5e édition du Forum international de la femme. Les précisions avec Christine Lenzo et Simon Kankolongo. Dans quelques semaines sera organisée à Kinshasa la 5e édition du Forum international de la femme FIF. Elle aura pour thème Femmes et intelligence artificielle, IA pour plus de performance. Cela se fera durant 2 jours et facilitera la rencontre entre les femmes de la RDC et d'ailleurs. Et ce sera aussi l'occasion pour ces femmes d'apprendre à bien manipuler les outils de l'intelligence artificielle et devenir elles-mêmes très outillées sur ces domaines encore peu abordés, surtout en ce qui concerne son impact sur la vie des femmes. Ces informations étaient données à la presse par la General Manager de JK Corporation, Gisèle Catal, lors d'une conférence organisée à leur intention. L'objectif poursuivi dans le choix de ces thèmes est celle-ci.
la vulgarisation des outils de l'intelligence artificielle susceptibles de booster la productivité de la femme, des discussions sur les opportunités offertes par l'intelligence artificielle pour augmenter la performance professionnelle des femmes. L'intelligence artificielle, a-t-elle martelé, offre des opportunités pour augmenter la performance professionnelle des femmes, argument appuyé par Déborah Mbouy du ministère du Numérique, Stéphanie Malaba, aussi par Madame Banyakou, représentante de la marraine de la 5e édition, Nicole Boachatumba, Dirkaba du chef de l'État. Elles ont tour à tour, avec Gisèle Katal, répondu aux différentes préoccupations de la presse autour de la 5e édition du FIF qui se tiendra à Kinshasa du 28 au 30 novembre prochain, lesquelles ont trouvé des réponses appropriées de la part de ces expertes de la JICA, aussi de ses partenaires. En politique, les présidents cellulaires de l'UDPS Mangafula renouvellent leur confiance au secrétaire général et président intérimaire du parti. Ces jeunes cadres du parti présidentiel appellent les membres au respect des textes statutaires. Reportage Alain Bikaï. Cette délégation du président cellulaire est venue réitérer sa confiance à celui qui a conduit l'UDPS aux dernières élections générales avec Maeskia, lesquelles élections où Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été réélu avec un score sans précédent et les partis en sont sortis première force politique du pays. Au regard de toutes ces performances, ces gestionnaires du parti présidentiel à la base dans la commune de Mangafula saluent le leadership éclairé de leur président intérimaire, honorable Augustin Kabouya. Et ce regroupement, nous avons créé pour réfléchir enfin que nos bases soient toujours mises. Très cher président AI, honorable Augustin Kabouya, nous sommes venus devant vous, c'est parce que la première des choses, nous sommes venus réitérer notre soutien à votre modeste personne. Par rapport à tout ce qui se passe, il y avait un moment de turbulence au niveau du parti et on avait décidé de donner notre position de manière officielle. En sa réplique, le secrétaire général faisant office du président intérimaire a appelé à l'unité, l'amour et le pardon pour soutenir les actions du chef de l'État. Rappelons que sur 76 cellules qui comptent l'UDPS dans cette commune, 74 soutiennent la légalité et le respect des textes du parti.